Bonjour, la séance d'aujourd'hui concerne la correction du devoir 2, semestre 2 pour les troncs communs BIOF option français. Pour cela, on commence par l'exercice 1, l'exercice qui concerne la chimie, exercice 1. On dissout une masse M est égale à 2,9 g de saccharose C12H22O11 dans un volume d'eau est égal à 200 ml pour obtenir une solution aqueuse S0. La première question, c'est de citer le solvant et le soluté. Deuxièmement, calculer la masse molaire du saccharose. Troisièmement, calculer la concentration de la solution S0. Quatrièmement, on prélève 10 ml de solution S0 obtenue précédemment et on ajoute à cette solution 90 ml d'eau distillée pour obtenir une solution S1 de concentration C1 et de volume V1. Petit 1, 4.1. Quel est le nom de la manipulation utilisée? 4.2, calculer la concentration C1. Et enfin, la dernière question, 4.3, c'est de calculer le coefficient ou le taux de dilution. Donc, on commence par la correction de l'exercice 1, la petite 1, la question numéro 1. Donc, pour citer le solvant et le soluté, il faut savoir comment peut-on avoir une solution. Donc, une solution est obtenue par la dissolution d'une espèce chimique dans un liquide. Alors ici, l'espèce chimique peut être solide ou gaz ou liquide. Donc pour notre solution, on étudie là le solvant ici, c'est l'eau. Donc le solvant, c'est l'eau distillée. Et pour l'eau soluté, c'est le saccharose. Voilà, donc on a préparé une solution par la dissolution du saccharose dans un volume d'eau. Donc enfin, on peut résumer ça, une solution est égale à un soluté plus un solvant. Donc et on peut parler d'une solution aqueuse lorsque le solvant utilisé est l'eau. Dans la deuxième question maintenant, on vous demande de calculer la masse molaire du saccharose. Alors, donc la masse molaire, on sait bien sûr que la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui forment la molécule. Donc, la masse molaire du saccharose, c'est 12 H22 O11, donc la masse molaire de C12H12O11 est égale à 12 fois la masse molaire du carbone plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Connaissant les masses molaires atomiques des éléments qui constitue la molécule, donc est égal à 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Donc tout calcul, un simple calcul, on obtient 342 grammes mol moins 1. Donc ici la masse molaire de C12H22 au 11
est égal à 342. Donc, une mole de molécule de C12H12O11 a une masse de 342 grammes. Alors, pour la question 3, n'oubliez pas qu'on a préparé la solution par la dissolution du saccharose d'une masse M est égale à 342, une masse de 2,9 grammes de saccharose dans un volume de 200 millilitres. Alors, la troisième question, on vous demande de calculer la concentration de la solution. Troisièmement, par définition, on définit la concentration d'une solution est égale au nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. Et on a le nombre de moles de saccharose est égal à la masse pesée par la balance qui est de l'ordre de 2,9 grammes sur la masse molaire. Donc à partir de ces deux relations-là, on obtient que la concentration de la solution préparée est égale à la masse du saccharose sur la masse molaire fois le volume de la solution. Donc n'oubliez pas les unités ici. La masse est exprimée ici en grammes. Le volume, on doit l'exprimer en litres. La masse molaire, bien sûr, c'est grammes par mol. Et comme ça, on obtient la concentration. L'unité de la concentration, c'est mol par litre. Alors, une relation doit être homogène. Alors, comme application, la concentration, application numérique, la concentration est égale. La masse utilisée, c'est 2,9 sur 342 fois le volume utilisé ici, c'est 200 millilitres. Je fais la conversion en litres fois 0,2. Voilà, et tout calcul fait, la concentration est de l'ordre de 4,24 10 puissance moins 2. C'est 4, je peux faire un petit calcul, 4,2 24 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà la concentration de la solution préparée. Ça veut dire qu'un litre de la solution contient une quantité de matière de valeur 4,24 10 puissance moins 2. Donc ici, on a calculé la concentration de la solution à partir de la masse pesée par la balance. Alors, la quatrième question. Pour la quatrième question, on va prélever un volume de la solution précédente, de la solution mère. Ici, nous avons, quatrièmement, on prélève un volume. Ici, nous avons une solution mère qu'on a préparée S0. On a prélevé un volume V0 que je nomme V0, bien sûr, est égal à 10 millilitres. Et de concentration, j'en nommerai C0 si vous voulez. C0, c'est la concentration qu'on a 4,24 10 puissance moins 2 mol par litre. On ajoute un volume V est égal à 90 millilitres d'eau distillée pour obtenir une autre solution. Donc ici, nous avons une solution diluée, une solution fille, C1. Après l'ajout de VE est égal à 90 millilitres, on obtient une solution de volume V1 est égal à 10 plus 90, ça veut dire 100 millilitres, et de concentration inconnue qu'on cherche. Donc ici, on vous demande de calculer, donc avant, quatrièmement, donc ici, j'essaie de traduire le texte ou bien la question en un schéma simple pour dire facilement quel est le nom de la manipulation. Donc 4.1, ici 4.1, donc ici c'est le phénomène, c'est la dilution. La dilution, bien sûr, c'est un procédé qu'on utilise pour préparer une solution qui a une concentration bien sûr
inférieure à la concentration de la solution mère. Alors là, dans la 4.2, on va essayer de calculer la concentration de la solution préparée après l'ajout de 90 millilitres d'eau. 4.2. Quelle est la concentration C1 de la solution phi? Alors, vous savez bien sûr que la loi de dilution, ça veut dire là, on a ajouté de l'eau à la solution S0 pour avoir une solution S1. Ça veut dire la quantité de matière de l'espèce qui se trouve dans la solution S0 est la même quantité. Ça veut dire la dilution ne fait pas varier la quantité de matière. Ça veut dire N0 est égal N1. La quantité de saccharose dans la solution, dans l'échantillon 10 ml est le même dans la solution finale. Ça veut dire que la dilution ne fait pas varier. Et donc la quantité de matière dans la solution C0, V0 est égale C1, V1. Alors, on cherche la concentration C1. La concentration C1 est égale C0, V0 sur V1. Et n'oubliez pas que V1, c'est le volume de la solution finale, de la solution phi, tel que V1 est égal à V0 plus le volume d'eau ajouté. Alors, application numérique, C1 est égal à 4,24 10 puissance moins 2. Le prélèvement d'un volume V0 10 millilitres sur le volume de la solution phi, c'est 100. Ça veut dire là, on a divisé par 10, C1. Donc C1 est égal à 4,24 10 puissance moins 3. Bien sûr, il apparaît bien que la solution phi a une concentration inférieure à celle de la solution mère. Donc ici, c'est la loi de dilution. Bien sûr, c'est un procédé, comme j'ai dit, pour obtenir une solution qui a une concentration inférieure à la première. Alors la dernière question, c'est de calculer le coefficient de dilution ou le taux de dilution. C'est la même chose. Donc la dernière question, c'est 4.2 ici, 4.3. Donc la dernière question, donc à chaque dilution, il faut définir le taux de dilution ou le coefficient de dilution. Ça veut dire combien de fois on a dilué. Et c'est toujours à partir de la loi de dilution. Nous avons ici C0, V0 est égal à C1, V1. On définit ce taux-là. Ça veut dire combien de fois on a dilué la première solution pour avoir la deuxième solution. On note souvent delta ou F n'importe quoi. F est égal C0 sur C1 est égal V0 sur V1. Alors, déjà on a calculé S0, donc je parle ici C0, c'est pour la solution S0 est égal à 4,24 10 puissance moins 2 sur 4,24 10 puissance moins 3 est égal ici j'ai fait là C0 sur ici bien sûr, c'est V1 sur V0. Donc ici là, V1 sur V0 est égal ici 100 sur 10. Alors, F, le coefficient de dilution est égal 10. Donc ça veut dire là, qu'est-ce que ça veut dire là? Pour avoir, donc on a dilué S0 10 fois pour avoir la solution S1 de concentration C1. Et donc l'exercice 1 se termine là dans le but de faire l'exercice 2. Donc l'objectif de l'exercice 2, c'est d'étudier un dipôle actif. Là, ici, la caractéristique séquente est celle d'un générateur de force électromotrice grand E et de résistance interne petit r.
Petit 1, on vous demande d'indiquer ou de déterminer graphiquement les valeurs de E, la force électromotrice, et de la résistance interne du générateur. Deuxièmement, on associe à ce générateur-là un conducteur ohmique D1 de résistance R1 et une diode normale D2. De tension seuil, US est égal à 0,5 volts. Un courant électrique d'intensité I est égal à 500 ml passe ou traverse le circuit. La deuxième question de 1, en appliquant la loi d'Ohm, montrez que la tension aux bornes du générateur est de l'ordre de UPN est égal à 3,5. La question de 2, calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique et conclure la valeur et en déduire la valeur de sa résistance. La dernière question, on inverse le branchement de la diode dans le circuit. Quelles seront les valeurs des tensions U'PN, UAB' et entre les bornes du générateur et entre les bornes du conducteur ohmique. Donc, on commence la correction. Petit 1, la première question, ça demande de déterminer les valeurs de E et de R graphiquement. Petit 1, E, la force électromotrice que représente CI, la tension entre les bornes du générateur lorsqu'il n'est pas parcouru par un courant. Donc c'est la définition de la force électromotrice d'un générateur, la tension entre les bornes du générateur lorsque I est égal à 0 et petit r, c'est la résistance interne du générateur. Alors, pour déterminer graphiquement, comme vous voyez, à partir, en appliquant la définition à partir de la caractéristique E, la force électromotrice représente la tension lorsque l'intensité du courant est égale à 0, ça veut dire que le générateur n'est pas monté dans le circuit. Donc on en déduit graphiquement E est égal à 4,5 volts. Donc pour la résistance interne, bien sûr, vous voyez lorsque le générateur est parcouru par le courant, la tension subit une chute. Ça veut dire le coefficient directeur ici est négatif. Par contre, la résistance, c'est la valeur, ou bien la valeur absolue de la variation de la tension sur delta I. Comme d'habitude, on va prendre 2 points. Ici, 4,5 correspond à 0. Les unités sont dans le système international. Je prends une autre valeur. 1,5 correspond à 1,5. 1,5 volts, 1,5. Alors, 4,5 moins 1,5, ça nous donne 3. Divisé par 1,5 en valeur absolue, ça nous donne 2 ohms. Donc, notre générateur est caractérisé par une résistance interne de valeur de ohm et une force électromotrice de l'ordre de 4,5 volts. Voilà, c'est comme ça on a déterminé les caractéristiques d'un générateur à partir de la fonction UPN en fonction de I. Dans la deuxième question, on associe à ce générateur-là un conducteur ohmique D1 de résistance R1 et une diode, bien sûr, D1, comme vous voyez, qui est polarisée dans le sens direct, dont la tension seuil US est égale à 0,5. Alors, de 1, en appliquant la loi d'Ohm, on va montrer, ou bien on va déterminer la tension UPN. Donc, avant de faire, tout d'abord, il faut représenter les tensions aux bornes de chaque dipôle. Ici, c'est la tension UPN, la tension UPA
bornes de la diode. Donc ici, on a considéré que la diode est une diode idéale, UPA, pardon. UPA, ici la tension UAB. Voilà. Donc on essaie de représenter la tension par des flèches AB. Pour le générateur, on a la convention générateur, et pour les autres dipôles, vous voyez qu'on a ici, on a représenté dans la convention récepteur. Alors, en appliquant la loi d'Ohm, on essaie de trouver la valeur de UPN. Donc en appliquant, je répète la question, en appliquant la loi d'Ohm, montrer que la tension, donc la tension aux bornes du générateur est égale 3,5, étant donné que le courant I est égal à 0. Dans un premier temps, j'ai représenté, mais la tension aux bornes du générateur, en appliquant la loi d'Ohm pour le générateur, la loi d'Ohm pour le générateur, c'est quoi? UPN est égal, donc la caractéristique est modélisée par E moins RI. Connaissant I qui traverse le circuit, et les valeurs de E, donc UPN est égal à 4,5 moins 2. L'intensité du courant qui traverse est de l'ordre de 0,5 ampères, et vous voyez, dans 4,5 moins 1, donc UPN, la tension UPN au borne du générateur lorsqu'il est traversé par un courant de 0,5 ampères est de l'ordre de, bien sûr, la question de 3,5 volts. Voilà. Donc ici, tout d'abord, il faut savoir appliquer la loi d'Ohm pour un générateur, et pour l'autre question de 2, donc c'est la question de 1. La question de 1, c'est de calculer de 1. Alors, de 2, calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique et déterminer sa résistance. Vous voyez ici, on n'a pas la valeur de la résistance R là, donc on est obligé ici d'appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc de 2, en appliquant la loi d'additivité des tensions, j'ai déjà représenté les tensions sur le circuit, et vous voyez que la tension UPN est égale à la tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB. Et quand vous voyez la diode est polarisée en direct et qu'il y a un passage du courant et qu'il est idéal, donc la tension UPA est égale à US. C'est la tension seuil, on a considéré une diode idéale là, plus UAB, donc UPN. On en déduit que UAB est égal à UPN moins US. UAB est égal à UPN moins US. Tout simplement, application numérique. Connaissant la valeur de UPN, donc UAB est égal à 3,5 moins 0,5, donc c'est de l'ordre de 3 volts. Donc pour en déduire maintenant, on a calculé la valeur de la tension UAB entre les bornes du conducteur ohmique de résistance R1, et en appliquant la loi d'Ohm. La loi d'Ohm pour le conducteur ohmique, UAB est égal à R1 fois I. Alors, on en déduit que R1 est égal à UAB sur I1. Ça veut dire on a appliqué sur I, pardon. On a appliqué la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique, connaissant UAB est égal à 3 volts, donc application numérique. Ici, R1 est égal à 3 volts sur 500 mA, c'est 0,5, qui nous donne une valeur de 6 ohms. Donc la résistance R1 est de l'ordre de 6
ohm. Alors, donc voilà, donc pour la dernière question de 3, on inverse le branchement de la diode dans le circuit. On vous demande de calculer les tensions UPN au bord du générateur et la tension au bornes du conducteur ohmique. Alors la dernière question de 3, on inverse maintenant le circuit de cette façon-là. J'ai inversé les pôles de la diode dans le circuit. Alors là, ici le conducteur ohmique de résistance R1. Ici les pôles, pardon, ici le pôle positif et le pôle, voilà. À partir de cette représentation-là, la diode est polarisée en inverse. Et comme vous savez bien sûr que la diode, lorsqu'elle est polarisée en inverse, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Ici, nous avons le conducteur ohmique. Là, ici, la diode bloquée se comporte comme, voilà. Ici, c'est le point A, B. Et ici, le générateur PN. Voilà le schéma équivalent lorsqu'on a monté la diode de cette façon-là. Donc, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Il ne permet pas le passage du courant. La tension UAB' et la tension UPN'. Alors, comme vous voyez, à partir de la loi d'Ohm, ici, le courant I est égal 0 parce que la diode ne permet pas. Donc, on en déduit facilement que UAB, la tension est égale R1 fois I, et comme I est égal à 0 parce que le circuit est ouvert, c'est 0. La tension est nulle aux bornes. Par contre, UPN' est égal à E moins RI, toujours I c'est égal à 0, donc est égal à E. Donc ici le générateur, même s'il est un circuit ouvert, il possède une tension entre ses bornes qu'on a calculé déjà de 4,5 volts. Mais attention, si on se pose la question, quelle est la tension entre les points A et B? Bien sûr, il y a une tension UAP qui est de l'ordre de UPN. Et voilà, l'exercice 2 se termine là. L'exercice 3, ça concerne l'étude d'un récepteur, étant donné ici l'électrolyseur. Donc on considère un électrolyseur de force contre-électromotrice E' et de résistance R'. Sa caractéristique est représentée dans la figure ci-contre. Alors la première question, c'est de déterminer graphiquement les valeurs de E' et de R'. La deuxième question, on associe à cet électrolyseur un générateur G de force électromotrice E est égal à 12 volts et de résistance interne R est égal à 2 ohms et un conducteur ohmique D de résistance R est égal à 8 ohms. La deuxième question 1, c'est de représenter le schéma de ce circuit-là. De 2, en appliquant la loi de Pouillet, montrer que l'intensité du courant dans le circuit est de l'ordre de 0,3. Et la dernière question, c'est de calculer la tension entre les bornes du générateur, entre les bornes de l'électrolyseur et la tension entre les bornes du conducteur ohmique. Donc on commence par la première question, c'est de déterminer graphiquement E'. Tout d'abord, E' c'est quoi? C'est la force contre-électromotrice, c'est la tension minimale qu'il faut appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour qu'il fonctionne dans le régime linéaire. Ça veut dire là, la valeur de E' graphiquement, E'. À partir de E', à partir de 6 volts, c'est la tension qu'on doit appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour qu'elle permette le passage du courant et que son fonctionnement soit un fonctionnement linéaire. Et pour la résistance interne, bien sûr, la définition de la résistance, c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et le courant. Il est défini graphiquement par le coefficient directeur de la partie linéaire de la caractéristique est égal à la variation de la tension sur la variation du courant correspondant. Donc U1 moins U2
sur I1 moins I2. Donc dans la partie linéaire, on choisit deux valeurs, donc R' est égal. Pour la tension 6, c'est 0. Pour une autre valeur, 8 volts, ça lui correspond une intensité du courant de l'ordre de 0,2. 8 est égal moins 2 sur moins 0,2, donc est égal 10 ohms. Donc les grandeurs qui caractérisent l'électrolyseur, étant donné la force contre-électromotrice de valeur E' est égal 6 volts et de résistance interne R' est égal 10 ohms. Voilà, graphiquement. Alors, pour la question suivante, deuxième question. Pour la question, on associe à cet électrolyseur un générateur G de force électromotrice E est égal à 12 volts et de résistance R est égal à 2 ohms et un conducteur ohmique de résistance 8 ohms. On vous demande de représenter le circuit 2-1. Nous avons un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R, un électrolyseur, le symbole de l'électrolyseur, le voilà, caractérisé par E', R', et un conducteur ohmique de résistance R. Un conducteur ohmique de résistance R, ici, donc l'association de ces dépôts-là, c'est une association en série, voilà. Pour simplifier, donc ici, je représente les tensions ici, la tension UG, si vous voulez, UG, la tension borne de l'électrolyseur, que je note UE, bon, si vous voulez, et la tension UR. La tension entre les bornes UR, bien sûr en respectant les conventions, la convention récepteur pour le générateur et la convention récepteur pour les récepteurs et les dipôles passifs. Alors, donc on a représenté le schéma, donc c'est une association en série, donc le récepteur, un dipôle passif, un dipôle actif. Pour la question suivante, on vous demande d'appliquer la loi de Pouillet de 2. Alors on va appliquer cette loi directement puisque les dipôles sont montés en série, donc la valeur, l'intensité du courant qui traverse le circuit, l'intensité du courant qui traverse les dipôles montés en série, donc ils sont traversés par le même courant, la loi de l'unicité. Donc la relation de Pouillet est définie par I est égal, vous savez bien sûr démontrer la loi E moins E' sur la somme des résistances. C'est une loi, en appliquant simplement la loi d'additivité de tension, on peut arriver à cette loi-là. Mais elle est valable seulement pour un circuit en série. Alors, comme application numérique, on va essayer de montrer que la tension est de l'ordre de I est égal 0,3. Alors, I est égal, la valeur de la force électromotrice est de l'ordre de 12, moins la force contre-électromotrice, c'est 6, la valeur de la résistance du conducteur ohmique, c'est 8, plus la résistance interne du générateur, c'est 2, plus 2, et la résistance interne de l'électrolyseur, c'est 10. Alors bien sûr, on espère que la valeur, bien sûr, c'est 0,3 ampères. Alors, pour la question suivante, donc on a montré que le courant qui circule dans ce circuit-là est de l'ordre de 0,3 en appliquant la loi de Pouillet qu'on démontre à partir de la loi d'additivité de tension UG est égal la tension borne de l'électrolyseur plus la tension en borne du conducteur ohmique. Donc pour la question, la dernière question, on vous demande de déterminer les différentes tensions entre les bornes de chaque dipôle. Alors, la question de 3,
c'est simple, il faut savoir la loi d'Ohm pour chaque dipôle. Donc pour le dipôle, pour le générateur, pour le générateur, on sait bien, pour le générateur, la tension au bord du générateur est égale à la force électromotrice moins RI, la chute de tension. Donc est égal E, c'est de l'ordre de combien? De 12, moins la résistance 2 fois 0,3 ampères. 0,3 ampères, 0,6, 12 moins 0,6, c'est 11, je pense, 0,4. La tension UG, c'est de l'ordre de 11,4 volts, donc 12 moins 0,6, c'est ça. Au bord de l'électrolyseur, ici, la tension électrolyseur est égale E' plus R' fois I. Donc on a défini que E' est égal 6 volts, plus, ici la résistance interne qu'on a définie graphiquement, 10, l'intensité du courant qui traverse est de l'ordre de 0,3. Et comme vous voyez ici, donc UG est égal 6 plus 3, 9 volts. Donc ça veut dire là, on a appliqué la loi d'Ohm pour chaque dipôle. Pour le conducteur ohmique, aux bornes, on a une tension aux bornes du conducteur ohmique. Au bord de, donc UR que je notais UR est égal à R fois I. La valeur de la résistance, c'est 8 fois 0,3 est égal, donc UR est égal 2,4 volts. Et voilà. Donc ici, on a calculé à partir de la loi d'Ohm de chaque dipôle la tension entre ces bornes. Bien sûr, il doit vérifier la loi d'additivité de tension. UG est égal U aux bornes de l'électrolyseur plus la tension aux bornes du conducteur ohmique. Oui, c'est ça. Donc 9 plus 2,4, c'est 11,4. Voilà, donc on arrive à la fin de la correction et j'espère bien que vous avez reçu le message et merci.